l'art dans toute sa forme, l'art dans toute sa splendeur. Et bien évidemment, nous allons parler de l'art visuel ici avec mon invité. Il s'agit de Papa Mbalo Kébé, dit Baye Mbalo. Bonsoir, M. Kébé. Bonsoir, madame. Voilà, M. Kébé est donc artiste plasticien, il est décorateur graphiste, il est sérigraphe, photographe scientifique, technicien de musée, formateur en batte et teinture traditionnelle. L'artiste a eu beaucoup de médailles d'or en Paris critique, chevalier des arts de la culture en France, chevalier dans l'ordre des arts et des lettres du Sénégal, grand prix humanitaire de France, chevalier de l'ordre des arts et des lettres du Sénégal. Papa Mbalo Kébé qui a eu beaucoup de distinctions, monsieur Mbalo Kébé. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez ajouter sur cette présentation? Voilà, je peux juste dire que vous avez eu votre premier prix de dessin des élèves de l'école primaire de l'AEF en 1953. Ce n'est qu'une promenade. Vous savez, on entre dans l'art comme on entre dans la vie en quelque sorte. Il y avait un choix à faire et l'art s'est présenté à moi après avoir fait des études d'histoire à l'université, ce qui m'a amené d'ailleurs à faire l'école du Louvre et l'Institut paléontologie de Paris. J'ai fait là-bas une formation de technicien de musée et d'archéologie et de dessin scientifique. Un dessin d'ailleurs c'est dommage parce que les spécialistes sont très minimes à travers le monde. Il s'agit de dessiner des silex, des pièces taillées, etc. Donc ça c'est un passage tout simplement de ma personne. Vous avez débuté vers les années 50. J'ai débuté très jeune à dessiner, bon, comme tous les jeunes, à faire les dessins sur les murs, des cow-boys, etc. J'ai eu la chance d'ailleurs d'avoir quelques photos de ces dessins-là. C'est un grand hasard et un très grand bonheur pour moi. Comment avez-vous vécu cette carrière? Lesquelles des carrières? Parce que j'en ai Votre des carrière artistique et les distinctions que vous avez eues au Sénégal et au niveau international. Ce qui a fait de moi vraiment un artiste plasticien, c'est toute une histoire de bouder en quelque sorte l'administration. Vous savez, quand je suis rentré et que j'ai été affecté en Casamance pour créer un musée, j'avais trop de temps là-bas, je ne faisais rien du tout. J'ai demandé à revenir à Dakar. Bon, ils n'ont pas tellement voulu parce qu'il fallait créer ce musée-là. Et j'ai claqué la porte. J'ai purement et simplement abandonné mon poste pour me donner à l'art. Parce que je me suis dit, bon écoutez, je ne suis pas là pour être payé à ne rien faire. Je ne suis pas un homme à rester tranquille sans rien faire parce que j'ai fait une formation d'archéologie. Il me fallait bouger. En Casamance, je n'avais rien à faire que tourner, regarder, prendre des bouts de papier, etc. Je suis revenu à Dakar. Je me suis mis en atelier, je me suis mis à peindre. Voilà. Voilà, je peux dire que vous êtes un des premiers artistes donc, à établir ici au Village des Arts. C'est votre atelier. Oui, moi je n'ai jamais fait une demande. Un bon matin, le ministère m'a envoyé une lettre, ils m'ont demandé de venir rejoindre le Village des Arts. Lorsqu'ils l'ont ouvert, ils m'ont donné un atelier. Peut-être il y a eu mon expérience. Il y a eu sur le fait aussi de mon âge, ils avaient besoin de quelqu'un qui puisse donner un certain équilibre à la jeunesse qui était là. La jeunesse, c'était des gens de mon âge en quelque sorte. Mais il y a un problème d'expérience qui se posait aussi. Et comme ça, on a été installé au Village des Arts. Une bonne partie des gens qui étaient là, d'ailleurs la majorité, il ne reste que 2 ou 3 parmi les anciens. Ils sont tous partis. À l'époque, on considérait beaucoup l'art sous le règne du président Senghor. Oui, c'est dommage. À l'époque, l'art avait sa valeur ici parce qu'il faisait tout et il faisait comprendre aux gens que tout a commencé par l'art. Les politiciens actuels, des fois je me pose la question vraiment comment ils voient la civilisation. Parce que l'art commence par la civilisation. L'art est la première des choses de la création. Parce que le fait de créer le monde seulement, Dieu a été un artiste le plus suprême qui soit. Et tout doit partir de l'art. Et tout part de l'art.
Même les problèmes financiers, quand ils sont bloqués, si tout le monde peut vers les arts, automatiquement ils dénouent les problèmes qu'ils ont. Mais la définition de l'art est en perdition. Et ce qui m'attriste le plus dans ce pays, quand on parle d'artistes, on parle de musiciens. On parle d'hommes de tam-tam. Mais il y a d'autres arts. Donc vous les journalistes, vous devez bien préciser parfois. Vous parlez de artistes musiciens, artistes danseurs, etc. Bien sûr. Et les plasticiens ne sont pas tellement connus parce qu'ils sont toujours enfermés dans leurs ateliers. C'est rare qu'ils sortent. Donc le peuple ne peut pas savoir. Nous avons intérêt peut-être à exposer dans la rue. Même si nous exposons dans la rue, ce qui me fâche des fois, les gens disent « Ah, c'est joli ». Or, c'est toute une lecture qui est là. C'est tout un livre que nous présentons. Voilà. Après plus de 50 ans de carrière, M. Kébé, comment donc avez-vous vécu cette carrière? Comment c'est rentable? Et aussi, je veux savoir aussi s'il n'y a pas eu quelques déboires, je veux dire quelques difficultés que vous avez eu à rencontrer aussi. Vous savez, la vie est faite de difficultés. Hein. Il y en a partout. Rentabilité, moi je ne mesure pas l'art dans la rentabilité. Parce que je disais toujours aux jeunes artistes que je forme, etc., essayez de trouver un autre moyen de gagner votre argent à côté. L'art n'est pas fait pour gagner de l'argent. L'art, c'est comme écrire un livre. Quand on veut écrire un livre en pensant qu'on peut gagner de l'argent en écrivant des livres, on se trompe. C'est la richesse et l'argent qui vient vous chercher, mais vous ne pourrez jamais, à partir de votre métier, aller chercher l'argent. Donc, les arts, c'est fait pour se libérer surtout. On a quelque chose dans le cœur, on le dit. Nous voyons quelque chose, on fait un témoignage. Nous sommes en quelque sorte presque comme des journalistes, en quelque sorte, avec la difficulté d'une lecture qui reste longtemps. Maintenant, certes, il y a des amateurs collectionneurs d'art qui aiment bien les curiosités, comme il y a des collectionneurs de timbres, de photographies, etc., qui ont leur générosité, qui achètent des fois les œuvres d'art. Et ce qui donne des fois des cotations aux artistes, qui leur permet d'exister. Moi, j'ai toujours existé entre les deux. J'avais mon art, je travaillais pour les fonds, je travaillais pour d'autres personnes, je faisais de la décoration, etc. Parce que les affiches de la LONASE, dans les temps, c'était moi. J'ai fait les affiches du festival de jazz. J'ai fait des affiches pour le tabac, pour beaucoup d'autres choses, en dehors de la peinture. Mais quand il y a l'occasion maintenant de présenter mes œuvres, je les présente. Voilà, à travers les œuvres d'art, on voit beaucoup de facettes. Parfois, on voit différents styles. Voilà, peut-on savoir les styles d'art plasticien? Bien que je ne suis pas trop d'expérience par rapport à cette pratique, mais je vois donc des tableaux d'art très différents des uns des autres. Oui, il faut bien que ça diffère, parce que c'est comme quand vous écrivez vos articles. Un article peut être écrit de plusieurs manières, à moins qu'il y ait des copistes. Et c'est valable aussi pour les artistes. Il y a beaucoup d'artistes qui ont beaucoup plus de copistes que des artistes créateurs. Quant aux styles, il y a ceux qui travaillent dans l'abstraction, qui dans le néant vont chercher des images qui parlent aux gens. Des tâches qui peuvent dire beaucoup de choses. C'est des tâches, la personne du commun ne fait pas attention à ces détails-là, mais l'artiste, lui, il arrive à percevoir des choses et il vous dit, regardez ça, ça ressemble à ça, ça veut dire ça, etc. Il y a maintenant les artistes académiciens, comme moi par exemple, qui peuvent jouer de l'abstraction, certes, mais qui ont des visions plus didactiques, en quelque sorte. Moi, je suis allé beaucoup plus loin tout en créant cette technique que j'appelle le khatimar. Le khatimar, je travaille avec les journalistes, avec les écrivains, tout le monde. Par exemple, derrière nous, il y a cette œuvre-là qui parle de Kharaf al-Jigen. C'est des articles qui ont été publiés dans les journaux. Et il y a une partie du livre de Katcha.
sur cette pratique, etc. Donc je dénonce des choses. En quelque sorte, je suis un artiste engagé. Donc il y a un message qui passe à travers. Il y a toujours un message. Dans n'importe quelle œuvre d'art, véhicule un message. Ou bien on le lit, ou bien on ne le lit pas. Et aussi le niveau joue. Parfois, il y a des artistes plasticiens qui n'ont pas un niveau très élevé, mais tout dépend du niveau également. Je me demande même si ce problème de niveau existe, parce que ça n'existe pas à force de signer peut-être. On dit que bon, il a une longue expérience. Mais en matière de création, je me demande si vraiment, parce que la création, ça vient comme ça. Il y a des gens, des artistes qui sont très célèbres, qui se disent célèbres actuellement dans notre pays, etc., parce qu'ils ont réussi une ou deux œuvres qui ont été achetées par quelqu'un de très riche et qui s'est parlé de cette œuvre-là, et qui a montré cette œuvre, etc. Donc il monte de classe. Mais c'est pas forcément, quand on lui demande de créer cela, c'est comme les musiciens qui sortent un opus, tac, ça fait flamme, et puis il s'arrête là, il ne peut plus aller plus loin. C'est valable pour les arts plastiques aussi. En quelle année avez-vous vendu votre premier tableau d'art et combien vous l'avez vendu? Je me rappelle pas tellement bien. Je me rappelle pas tellement bien. Je devais être très jeune, parce que déjà, quand on était à l'école, on nous interdisait de vendre les tableaux, parce qu'à l'époque, on travaillait en cachette. On faisait des tableaux qui étaient exposés à la place de l'Indépendance, à la CBAO, qui s'appelait à l'époque BIAO. Alors en dessous, on arrivait avec les Congolais, etc., d'exposer nos tableaux et d'essayer de vendre avec. Donc voilà, mais maintenant en tant qu'artiste exposant, alors c'est dans les années 73-70 que j'ai commencé vraiment à faire mes expositions. Donc votre premier tableau d'art, vous l'avez vendu à combien, ou bien le plus cher des tableaux d'art que vous avez eu à vendre? Si vous pouvez l'estimer environ. Le plus cher, il est très difficile de parler de plus cher, parce que j'aime pas tellement évoluer mes œuvres en chiffres, parce que ça va poser beaucoup de problèmes autour de moi. Mais on peut l'estimer à plus de 10 millions? Oh, 10 millions, ce serait beaucoup trop. Mais de toute façon, bon... Parfois, on voit des tableaux d'art qui coûtent même 100 millions. Oui, effectivement. Bon, ça dépend du temps que l'œuvre a vécu. Et par exemple, il y a aussi la cotation depuis l'Europe, parce que le prix que j'ai en Europe, je ne le vends pas ici. Et si j'ai des prix, je fais mes prix le plus bas possible pour que la population sénégalaise, ma famille sénégalaise, puisse en posséder. Mais c'est ça le problème. Beaucoup de Sénégalais veulent acheter parfois des tableaux d'art, mais c'est très coûteux. C'est pourquoi ils ne donnent pas trop de valeur à ces tableaux d'art. C'est ça aussi le problème. C'est pas que c'est cher, c'est pour ça qu'ils ne donnent pas de valeur. Il y a un problème de vision. Parce que pour quelqu'un qui est intellectuel, qui apprend, il prend le temps d'observer et de discuter avec l'artiste pour essayer de décortiquer ce qui est sur l'œuvre, etc. Ce qui n'est pas le cas de monsieur tout le monde qui pense d'abord à son tchéboudion avant toute chose. Donc c'est différent. C'est à cause de ça les gens pensent beaucoup que les artistes sont très difficiles, très inaccessibles. Mais par contre, si vous venez ici, n'importe quel artiste de grande facture peut arriver. Moi, il m'est arrivé même d'offrir mes œuvres à quelqu'un qui voulait l'acheter. Il n'avait pas le prix, mais il avait les larmes aux yeux. C'est émotionnel. Voilà, je dis que bon, écoutez, ce gars-là, il est fou de cette œuvre, il ne peut pas l'acheter, mais autant lui donner ça. C'est de la si je le conserve, de toute façon, je le vendrai un jour. Et c'est pas parce que je lui donne ça que je perdrai quelque chose. Et ça me fait des relations, etc. Donc on ne peut pas parler de prix en parlant d'œuvres d'art. On parle de sentiments tout simplement. Voilà. Quels sont souvent les objets utilisés pour faire un tableau d'art? Il y a des artistes qui ont été formés au temps où j'étais le coordonnateur de l'étude de l'école des beaux-arts, par un tubaab qui était de passage, qui les a appris à faire de la récupération sur le tableau. Donc ça amène des collages de différentes choses, mais c'est des trucs qui ne vont pas durer éternellement. Or, il faut bien travailler. Donc, soit vous faites le travail traditionnel avec de la peinture normale, peinture à huile, ou bien
ou bien de l'aquarelle ou des choses comme ça pour pouvoir faire vos œuvres d'art. Voilà, en tout cas, comment vous concevez aujourd'hui l'art au Sénégal par rapport à des années 50, je veux dire? Y a-t-il une différence? Peut-être que les artistes sont plus ou moins évolués, mais il y a tellement d'artistes que j'ai l'habitude de dire qu'une bonne partie des artistes sont entrés dans les arts, comme les cireurs de chaussures de la rue. Quand je parle de cireurs de chaussures, moi je travaillais chez Bata, en publicité et tout. Alors on cire les chaussures, les gens pensent qu'on cire les chaussures pour les faire briller et non pas pour entretenir le cuir. Donc beaucoup d'artistes sont entrés dedans. Ce qui fait qu'il y a tellement d'artistes, ils se disent que c'est facile de gagner de l'argent dans les arts. Donc il y a une différence entre les premiers créateurs et les créateurs actuels. Et dans ce flopé, il y a des artistes maintenant qu'on peut appeler professionnels, qui vivent pour leur peinture, qui vivent pour peindre. Les autres peignent pour vivre. Donc il y a une grande différence entre les deux. Celui qui peint pour vivre, celui qui vit pour peindre, c'est très différent. Celui qui peut peindre, il se lève à 4 heures du matin sans s'en rendre compte parce qu'il n'arrive pas à dormir. Un artiste vraiment qui peint, il est comme une femme qui est prête à accoucher. S'il n'accouche pas, il n'a pas la tranquillité qu'il faut. Il devient de mauvaise humeur, il casse tout, tant qu'il n'a pas réalisé l'œuvre qu'il veut réaliser. Donc c'est la différence entre les deux arts. Maintenant, le peuple sénégalais, parce que quand on parle de peuple, on parle de l'administration générale, ne fait aucun pas en quelque sorte vers les arts. Ou bien ils le font timidement, parce que ils ne s'en soucient même pas, je me demande s'ils comprennent. Moi, il y a une grande personnalité qui passe beaucoup à la télé, qui fait beaucoup d'écrits, etc., etc. Quand on lui a offert une œuvre d'art, il ne savait même pas qu'en faire. Alors j'ai eu aussi une fois à discuter avec un ministre qui me disait « Je n'ai qu'une seule œuvre chez moi, on me l'a offert. » Je dis que monsieur le ministre. Alors ça n'allait pas du tout, vous voyez. Donc il est très difficile de parler de l'art dans notre pays en ce moment. Comme vous avez vécu avec Senghor, on ne peut pas parler de l'art sans ne pas parler de Léopold Sédar Senghor, donc dont l'anniversaire de son décès est célébré ce 20 décembre. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire de l'homme, de l'ancien président poète, comment il vivait avec les artistes? D'abord, l'homme a joué sur mon orientation. C'est lui qui m'a poussé à aller faire l'égyptologie. C'est lui qui en a décidé. À partir de Madame Annette Derneville qui m'avait mis en rapport avec lui. C'est à partir de là que j'ai été envoyé à Lyon pour faire des études, etc. Bon. Quand les gens parlent d'art à partir de ça, on pense parce qu'il est toubab, non. Il a une sensibilité africaine aussi à côté. Et il voulait mettre la valeur de l'humanité même. Parce que la valeur de l'humanité ne peut être vue qu'à partir des arts. Et c'est pour ça qu'il faisait tout. Et il a su vendre le Sénégal. Parce que le Sénégal, c'est pas l'arachide qui va le vendre. Non. C'est la fête, c'est la vie, c'est l'écrit qui arrive à vendre le Sénégal. Donc quand il sortait, il amenait avec lui des artistes qui présentaient des œuvres. Il faisait tout pour que ces gens soient au devant. Et comme à l'extérieur, les gens sont férus d'art nouvelle, ils venaient vers nous, ce qui n'est pas le cas des nouveaux gouvernants. En tout cas, votre dernier mot, M. Baimbalo Kébé, pour terminer cette émission. Est-ce qu'on arrive à avoir un dernier mot dans les arts? Non, il n'y en a pas. Parce que l'art est tellement immense. Non, ce que je peux dire et penser en même temps, il faut que les gouvernants cessent d'être des bureaucrates devant les artistes. Oui, bien sûr. On ne peut pas mesurer le temps de la création. Par exemple, quand on prend le cas des villages où il y a eu beaucoup de boucans à gauche, à droite, alors ils se mettent à accuser les uns et les autres. Mais on ne peut pas donner à un artiste un atelier en lui disant que vous êtes là pour un temps donné. Bien sûr.
tous les pays que j'ai fait dans le monde, où j'ai rencontré, ou même un de mes professeurs, celui qui vraiment a fait de moi ce que je suis en tant qu'artiste, Iba Ndiaye, très connu. C'est pour ça que beaucoup de gens disent que je suis le peintre du jazz à cause d'Iba Ndiaye. J'ai beaucoup vécu avec lui. Le village qu'il occupait en Europe, vous l'occupez éternellement. Parce que vous pouvez vous réveiller durant un mois sans avoir envie de créer quoi que ce soit. Vous allez tourner en rond, comme un fou, et au matin vous vous réveillez, vous vous mettez à créer. Donc ce n'est pas le cas au Sénégal? Le Sénégal, il y a toujours un problème politique. Bon, les gens tirent par-ci, par-là, en disant que bon, les artistes ne doivent pas occuper l'atelier, ils doivent l'occuper 3 ans ou des trucs comme ça. Mais s'ils prenaient le cas, par exemple, du village artisanal de Soumbédioune, mais il y a des artistes, des personnes qui sont là, le village, quand ça a été créé, ils n'étaient pas nés. Mais ils vont trouver les mêmes personnes là-bas. On ne peut pas sortir comme ça un créateur d'un endroit pour lui dire occuper cet endroit pour un temps donné et puis il faut que vous déplacez. Non. Ce n'est pas votre cas, je pense aussi, vous qui êtes là depuis le début de l'installation de ce village des arts. Bon, ça se dit, ça se dit à gauche, à droite. Moi, j'occupe très rarement mon atelier. J'en ai fait même une école de formation parce que j'avais mon atelier ailleurs. Ils m'ont demandé de venir parce que je sers en quelque chose de tampon conseil pour beaucoup de jeunes qui sont là. Je tempère parce que sinon il y aurait une explosion, ça c'est sûr. Alors mon atelier, je l'ai dédié à la formation de jeunes filles qui traînent. Ils viennent, je les reçois, je les forme dans différentes techniques. Après, c'est moi qui finance tout. Gratuitement donc? Gratuitement, je leur paie à manger, leur transport, le matériel, etc. S'ils vendent des œuvres, c'est pour elles. Quand ils terminent, il y a une possibilité de créer une société dans la teinture ou la sérigraphie. Je leur donne un peu d'argent, ils créent leur machin. Et ils s'en vont. Donc, c'est ça le temps qu'on passe au village des arts. D'accord. En tout cas, un grand merci à vous, M. Papa Mbalo Kébé. C'est moi qui vous remercie parce que moi, je n'arrive pas à parler des fois. Vous êtes bien exprimé. Merci beaucoup en tout cas. Je n'ai pas toujours le temps d'ailleurs de bavarder avec les gens parce que quand je sors de mon atelier à 4 h du matin, moi je travaille tard le soir. La journée, j'ai beaucoup de temps à perdre. Bien, je vous remercie madame. À très bientôt. Merci beaucoup à vous, monsieur Papa Mbalo Kébé, Dr. Di Baye Mbalo. Et ainsi, nous allons prendre une petite pause en faisant une découverte. Il s'agit donc de Grand Corps Malade à travers ce titre qui s'intitule L'écho de la vie. Dans cette deuxième manche de ce numéro de Cercle des Arts, je reçois une écrivaine. Elle s'appelle Fatou Diop. Fatou, bonsoir. Bonsoir. Voilà, Fatou Diop est codiplômée de l'Université de Lille 1 et de Lille 1 en France et de l'École supérieure polytechnique SP de Dakar. Vous êtes Fatou Diop, titulaire d'un master en sciences et techniques de gestion en marketing, commerce et management des affaires internationales. Et aussi, vous êtes Kuching fut votre premier roman édité par l'Harmattan en 2014. Et aujourd'hui, vous nous revenez avec le deuxième ouvrage qui s'intitule Le venin du destin. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez ajouter, Fatou? Je crois savoir que vous avez tout dit. Et je commence tout d'abord à vous remercier, à remercier le cher public donc pour cette invitation. C'est pour moi un honneur. Et oui, en effet, je le confirme, Kuching a été mon premier roman et là, Le venin du destin, il est tout récent. C'est paru en septembre 2020 à Harmattan, Sénégal. D'accord, Fatou Diop, nous allons commencer par votre premier roman qui s'intitule Kuching. Pourquoi ce titre déjà? D'abord, Kuching, c'est le nom d'une maladie tout bonnement. Qui n'était pas, je ne dis pas qui était méconnu, mais qui n'était pas très notoire au niveau de notre pays. Voilà. Et je suis tombée sur un cas
similaire et du coup j'en ai parlé. Donc c'était juste un prétexte au fait que le Cushing, juste un prétexte parce que derrière c'est un roman, tout bonnement. C'était quel genre de maladie? Une maladie qui se manifeste notamment par des boutons, une dépigmentation des plus surnaturelles, voilà, des crises, voilà. Comment les patients vivaient cette maladie ou bien qu'est-ce que vous avez abordé dans cet ouvrage? Cushing était juste un prétexte, un alibi. Donc quelque part c'était pour lancer un appel et bien sûr je vais profiter de l'occasion pour montrer à la population qu'il existe bel et bien une maladie qui s'appelle Cushing pour ceux qui ne savaient pas comme moi. Tout à fait. Voilà, qu'ils savent. Et derrière bien sûr j'abordais un thème qui relate naturellement sur l'amour. Voilà, il y avait d'autres thèmes aussi donc qui n'avaient absolument rien à voir même avec la maladie. Parce que de base je ne suis pas un médecin, je n'en suis certainement pas un. Donc je ne pouvais certainement pas m'approfondir sur cette maladie. Tout à fait. Voilà, la seule chose que je pouvais faire, c'était en parler brièvement et c'est tout. Et certains lecteurs ont eu l'occasion de connaître donc Cushing, cette maladie, à travers cette œuvre littéraire. Donc Fatou Diop, votre dernier ouvrage publié en 2020, donc on l'a annoncé, il s'agit du Venin du destin. Rien qu'à voir le titre, c'est effarant. Voilà, le venin, quand on entend parler du venin, déjà c'est dangereux. Voilà, le venin du destin, votre deuxième ouvrage, Fatou. Comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, il y a le venin qui est un peu captivant, le mot. Tout à fait. Voilà. Et quelque part, ça sous-entend, ça laisse comprendre bien sûr qu'il n'y a rien de bon, d'abord. Tout à fait. Donc, quelque part, si le titre est bel et bien le venin du destin, donc ça explique quelque part qu'il y a un problème vis-à-vis du cheminement au fait de la vie du personnage principal, tout simplement un blocage, on peut ainsi dire, un blocage par rapport à énormément de choses, donc des facteurs bloquants qui ont été par ailleurs des embûches au courant de la vie du personnage principal. Voilà. Le personnage principal, Fatou Diop, il s'agit de Bintou, qui était sous l'emprise des djinns. Vous savez, ce sont des choses, au fait, des phénomènes qui arrivent très souvent, très couramment, je dirais en Afrique. Donc, je ne me base pas seulement au Sénégal, mais en Afrique. Donc, indépendamment de nos us et coutumes, nous savons que malheureusement, il existe bel et bien au fait des êtres surnaturels qui sont là, bien sûr qu'on ne voit pas, mais et c'est ça encore le danger. Donc ils vivent au fait à travers les humains et malencontreusement leur gâchent la vie. Et c'est exactement ce qui est arrivé au personnage principal. Et le pire en est que on peut le savoir, mais on le saura, mais bien plus tard. Voilà. Et quand on dit bien plus tard, il sera trop tard au fait pour la personne. Donc ces djinns, comme vous l'avez dit, en l'occurrence, peuvent vous faire rater les meilleurs moments de votre vie. Et vous, quelque part, lorsque vous reprendrez conscience, vous pouvez même vous sentir coupable quelque part. Comment Bintou a vécu ces moments obstacles avec les djinns dans cet ouvrage? Comment vous l'avez donc expliqué dans le venin du destin? La première fois que le djinn s'est manifesté, ce fut dans son école, dans son établissement. Ce qui s'est passé est qu'elle l'a aperçu au courant de sa sortie des toilettes. Et bon, elle était la seule, bien sûr, à le voir. Et elle courait sans s'en rendre compte derrière cette chose invisible, inimaginable, que elle-même, elle avait du mal à appréhender. Elle était là à courir. Bon, tout le monde se demandait, waouh, qu'est-ce qu'elle a à courir celle-là? Et voilà, elle courait derrière une chose qu'elle était la seule à voir. Et au moment d'en parler, d'en faire part aux autres, de leur dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous me regardez tous de cette manière? On lui demandait, qu'est-ce que tu as à courir? Il dit, parce que j'ai vu une chose surprenante qui m'a abordée au courant même des toilettes, lorsque j'étais dans les toilettes. Et
la chose, elle volait, elle avait même du mal à décrire cette chose. Et à côté, il y avait déjà les moqueries de ses camarades de classe. Donc du coup, elle commençait déjà à être marginalisée. Parce que la première réaction des gens en général dans ce genre de situation stupéfiante, les gens déjà ils ont du mal à cerner. Parce qu'elle voit des choses que les autres ne voient pas. Effectivement. Et c'est déjà étrange. Effectivement, elle était là à jurer, voilà, elle était là à jurer, elle était persuadée au fait de voir cette chose, mais les autres au fait entre guillemets la prenaient pour une folle. Bien sûr. Voilà, et elle était sûre de ne pas être folle parce qu'elle ne s'inventait pas des choses. Donc c'est un des premiers, c'est la première des choses que j'ai voulu dénoncer, tout simplement, parce que ce n'est pas de sa faute au fait. Bien sûr. Elle n'a absolument rien demandé. Donc du coup, il fallait que ça lui arrive. Et c'est son destin. C'était son destin. Donc les conséquences étaient telles que tout le monde a commencé à se méfier un tant soit peu, à la marginaliser, parce que quelque part, les gens, il était beaucoup plus facile pour eux au fait de la marginaliser, de la prendre pour une folle. Donc elle vivait dans un monde certainement méconnu, un monde qu'elle-même elle connaissait et qu'elle ne parvenait pas à partager avec le reste du monde. Bien sûr. Donc c'est comme on a coutume de dire aussi, tu vas dans un pays, tout le monde n'est pas habillé, donc tu t'habilles même, tu as beau t'habiller en soi, les gens ne te prendront jamais comme quelqu'un de normal. Donc autant se mettre nu comme eux. Oui. Donc c'est dans un monde irréel, donc que vivait Bintou, hein, donc vous voulez en quelque sorte véhiculer un message dans le venin du destin, c'est de faire de telle sorte que les gens qui vivent sous l'emprise des djinns ne soient pas marginalisés, donc ces personnes doivent être donc entourées, elles doivent être donc appuyées moralement et psychologiquement. En effet, non seulement il y a ça, mais ce que j'essaie de faire comprendre, en fait, le message que je voudrais lancer, c'est qu'il y a toujours des non-dits. Donc les gens doivent avoir, au fait, une appréhension par rapport à ça. Toujours se poser des questions. Donc ne pas se limiter seulement au bout de notre nez, tout bonnement. Donc chercher toujours à percer le mystère beaucoup plus loin. Donc cette personne, elle agit ainsi. Pourquoi est-ce qu'elle est étrange? Pourquoi est-ce qu'elle est toujours, elle se tient toujours éloignée au fait du reste du monde? Pourquoi est-ce qu'elle n'est jamais avec les autres? Donc plutôt que de penser quelque part entre guillemets que cette personne n'est pas normale, parce qu'il est beaucoup plus facile au fait de rejeter la faute sur cette personne sous prétexte que voilà, elle n'est pas comme les autres, on la marginalise automatiquement. Ce qui serait beaucoup plus judicieux, au fait, c'est de se rapprocher de cette personne. On se rapproche de cette personne et en même temps, on essaie au fait de lui apporter une aide qui soit beaucoup plus lourde, au fait. En quoi faisant? En essayant de percer ce mystère. Parce que, sûrement, vous l'avez lu, si on regarde bien, si vous observez bien, au fait, dans le roman, si par exemple la maman de ce personnage principal, au fait, ne s'était pas elle-même déplacée, si elle-même elle n'avait pas eu l'initiative de venir en aide à sa fille, que tout le monde qualifiait de folle entre guillemets, donc elle n'aurait jamais pu au fait cerner ce qui se passe. Et pourtant bon nombre de gens, à commencer par son mari, lui ont dit pas la peine de te fatiguer, ces choses-là n'existent pas. Bon, celle-là elle ne fait au fait que nous jouer des tours vraiment. Donc quelque part elle a été la seule au fait à se lever du bon pied. Parce que une maman, on peut dire qu'elle est beaucoup plus proche de son enfant que le reste du monde. Donc tout le monde s'en lave les mains, mais la maman, elle a été la première du moins à prendre l'initiative
de l'emmener consulter, même pas un médecin, parce que les médecins ne voyaient absolument rien du tout, mais elle l'a emmené voir voilà, un spécialiste comme chez nous, qu'on appelle quelque part un marabout. Et c'est à partir de là qu'on a commencé au fait, et ce malgré le fait qu'elle ait rencontré en chemin des charlatans, elle ne s'est pas découragée. Elle s'est toujours posé la question, il a dit, il y a quelque chose qui arrive à ma fille. Donc il faudrait quelque part que je sache ce qu'il se passe. Et c'est comme ça qu'elle a sauvé sa fille au bout de 29 ans, même si quelque part... elle s'en est sortie finalement. Elle s'en est sortie parce qu'elle a réussi au fait à comprendre au fait ce qui lui est arrivé au courant de toutes ces années. Même si on peut dire qui lui empêchait parfois d'avoir des choses ou de faire certaines pratiques ou même réussir dans la vie. Beaucoup d'entraves liées toujours à ce monde irréel. Oui. Donc les djinns, au fait, déjà, on ne peut même pas, en tant que musulmane, je ne peux pas dire qu'ils n'existent pas. À la base, ils existent. Bon, je ne peux pas également en vouloir à ceux qui n'y croient pas. Parce que donc, ils n'ont pas vécu ça, ou bien n'ont pas vu des gens qui l'ont vécu sûrement. Indépendamment de cela, à la base, au fait... Pour eux, c'est imaginaire. Indépendamment de cela, à la base, le djinn est reconnu dans la religion musulmane. Oui, il y a des bons djinns comme... Exactement. Ils sont reconnus de la même manière que nous, les humains, on reconnaît notre existence. Eux également, certes, nous ne les voyons pas, mais ils existent. En tout cas, c'est dit sur le Coran. Et moi, en tant que musulmane, tout ce qui est dit sur le Coran, donc d'abord, je ne cherche même pas à comprendre, j'y crois. Tout à fait. Donc, il y a l'aspect de la foi qui est là. Ensuite, en dehors de cela, il y a également le vécu, pas moi personnellement, mais j'ai été dans les établissements, dans les lycées. On les voit de tous les jours, des filles qui tombent comme des mouches. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Elles vont, pour la majorité, elles vont voir un médecin. Les médecins les qualifient d'impolis, ou bien elles veulent, c'est l'âge, ils se disent que c'est l'âge, voilà, elles veulent juste marquer l'attention. Voilà. Et c'est malheureusement le danger en Afrique, au Sénégal. Donc, d'accord, il y a une chose, on peut comprendre au fait que, voilà, ce sont des choses méconnues, donc auxquelles on ne peut pas s'avancer, mais il faut toujours se poser des questions, et c'est ce que je reproche au fait à la majorité de la population. Il faut se poser des questions. Pourquoi cette attitude? Pourquoi? Si on se limite au fait que voilà, c'est juste parce qu'elle est impolie, ou bien juste parce qu'elle essaye de marquer l'attention, mais voilà. Et je peux dire même que le personnage principal, toujours pour revenir sur le thème sur notre thème, le personnage principal, pour ma part, il a eu beaucoup de chance. Donc c'est Bintou, mais voilà, elle a eu beaucoup de chance, Bintou, parce que à 29 ans, certes, on est très jeune. Imaginez un peu si sa mère ne s'était pas levée du bon pied pour la sauver. Elle ne pouvait même pas se marier à cause des djinns. En effet, elle a éconduit pas mal de prétendants. Donc elle n'a été amoureuse, si je me rappelle bien du roman, qu'une ou voire deux fois dans sa vie. Donc elle n'a certainement pas eu de chance. La première fois, c'était avec Ibrahima, donc avec qui elle est sortie à peine quelques mois, 6 voire 7. Et à l'issue de cela, elle a quitté son ménagement. Peut-être même que c'était de bons prétendants. De très bons prétendants. Ce sont les djinns qui ont Ibrahima, le problème en est que Ibrahima, au fait, l'aimait éperdument, et elle aussi, elle l'aimait. C'était réciproque. Et après avoir éconduit Ibrahima sans crier gare, après l'avoir un beau jour quitté, je peux même dire largué, parce que sans explication ni rien, elle l'a quitté, voilà. Et Ibrahima a tout fait, bien sûr, pour revenir avec elle. Et elle n'a pas voulu du tout. Et imaginez un peu, tu quittes une personne en 2000 par exemple, je donne juste un exemple, en 2000 par exemple, en l'an 2000, et en 2010, waouh, 10 ans se sont écoulés. Et là, tu te rends compte par exemple que c'était l'amour de ta vie. Pendant ce temps, cette personne, bien sûr, qui ne sait absolument rien, a refait sa vie,
Même si tu viens, tu lui parles au fait de tout ce qui t'est arrivé, il ne va même pas te croire, il n'est même pas censé te croire. Et là, ce sera trop tard. Donc là, je vais revenir d'ailleurs sur cet aspect par rapport aux djinns qui nous font perdre énormément de temps, parce qu'un jour pour l'humain peut représenter 100 ans pour le djinn, un siècle. Voilà, c'est complètement... on ne peut pas comprendre, en fait, ça dépasse l'entendement. Ce ne sont pas seulement ces êtres surnaturels qui sont méchants, mais aussi les êtres avec qui... Je l'ai vraiment vécu. Toi, tu ne l'as pas vécu, je pense. Vous avez quelques expériences de certains proches ou bien? Dieu m'en garde. D'accord, Fatou Diop, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Merci beaucoup à Fatou Diop qui était l'invitée dans cette dernière partie de cette émission de Cercle des Arts. Et un grand merci également à Ibou Gueye qui m'a accompagné, ainsi que Babacar Lo. Merci également à Barak Mbaye pour le montage. Nous vous donnons rendez-vous, Inch'Allah, dans une autre semaine pour un autre numéro de Cercle des Arts.